Deuxième partie de notre émission avec Territoire d'Info, la presse quotidienne régionale, les télés locales de France, le réseau Via Télévision, les Indés radios, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français et avec TV5 Monde. Et notre invité politique en direct sur ce plateau ce matin, c'est Nathalie Loiseau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la ministre chargée des Affaires européennes et pour vous interroger à mes côtés, sur ce plateau, Marcelo Westfred du Figaro pour Public Sénat. Bonjour Marcelo. Bonjour Cyril. Et bonjour Hervé Favre, vous présentez La Voix du Nord et la presse quotidienne régionale sur ce plateau ce matin. Votre interview, Nathalie Loiseau, sera retransmise sur les sites internet vidéo de la presse quotidienne régionale à partir de 10h ce matin. L'actualité, c'est Emmanuel Macron qui était face à des citoyens hier dans la Drôme. Au-delà de la performance, j'ai envie de vous demander de l'opération de communication, qu'est-ce qu'il y a à relever pour les Français ce matin ? Alors, c'est pas de la communication, c'est du dialogue, c'est de l'écoute, il l'a dit. Je me souviens que encore hier matin, certains opposants ou certains commentateurs disaient finalement c'est facile de passer 6 heures devant des maires. Laurent Wauquiez, je leur conseille d'essayer de le faire, Laurent Wauquiez par exemple, mais les vrais Français, sous-entendu les maires ne seraient pas des vrais Français, ce qui m'a fait un peu hoqueter, le président de la République ne va pas les voir. Et puis, hier soir, le président a passé 3 heures avec des Français qui débattaient. 3 heures d'écoute, 3 heures aussi de réponse, sans concession. Les questions étaient sans concession. Il y a eu un dialogue respectueux. Il y a une phrase qui m'a frappée, et je voyais votre journal qui parlait du Venezuela. Vous connaissez beaucoup de pays où un président de la République est aussi disponible pour parler aux citoyens. Ça n'a rien de la com'. Il y a un sujet qui est qu'on a eu un malaise social et une crise politique. Et le président, il est complètement engagé auprès des Français. Marcelo Westphred. Sur le fond, le président de la République a apporté une précision qui est importante sur le glyphosate. Il a dit que manifestement, on n'arriverait pas à abandonner 100% du glyphosate dans 3 ans, ce qui était pourtant l'objectif, parce que sinon, l'agriculture allait s'effondrer. Ce matin, les écologistes sont fous furieux et parlent d'un renoncement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, comme d'habitude, il y a une surinterprétation de ce qui a été dit. On a toujours dit la même chose, c'est-à-dire qu'on allait pousser toutes les solutions pour tous les territoires où il était possible d'abandonner le glyphosate. On le fera, c'est en train de se faire petit à petit, ça avance. Simplement, on sait aujourd'hui qu'on ne sait pas se passer de glyphosate sur certains terroirs précis pour lesquels c'est compliqué. Le but, c'est pas d'être idéologique et de mettre des agriculteurs en grande difficulté. On le fera partout où c'est possible. On pense qu'aujourd'hui, on a entre 80 et 90% des territoires où c'est possible d'avoir des solutions alternatives. La question, c'est sur les 10% qui restent. D'ici 3 ans, est-ce que la recherche aura progressé ? Si oui, tant mieux. Sinon, on mettra personne en difficulté. Hervé Favre. Dimanche est annoncée une manifestation dite des foulards rouges, donc pour riposter aux manifestations des Gilets jaunes et au blocage du pays. Mais on a vu La République En Marche prendre ses distances par rapport à cette initiative. Hier, Stanislas Guerini, qui faisait une conférence de presse, n'a pas du tout appelé à y participer. C'est la peur d'un bide ? C'est la compréhension, d'une part, que beaucoup de gens ont envie que les violences s'arrêtent, mais c'est aussi le respect des forces de l'ordre, qui sont sursollicités depuis 10 week-ends dans des conditions extrêmement difficiles et qui font un travail vraiment digne d'éloge. Et puis aujourd'hui, c'est le temps du débat. Donc il y aurait une contradiction à appeler tout le monde à débattre dans des salles et en même temps à sortir dans la rue. Donc moi, j'ai de la sympathie pour les gens qui ont envie de dire « Vive la République, vive nos valeurs ». Je le partage, mais je trouve qu'il y a une autre manière de le dire aujourd'hui que de manifester. Alors les Gilets jaunes vont avoir une liste, en tout cas il y aura une liste avec des Gilets jaunes pour être plus précis. C'est plutôt une bonne nouvelle pour vous, non ? Parce que électoralement, ça risque d'affaiblir la liste du Rassemblement national de Marine Le Pen. Écoutez, la question, c'est pas le calcul politicien. La question, c'est de savoir si des gens qui portent des idées préfèrent les porter dans le dialogue et dans le processus démocratique qui consiste à se présenter à une élection, ou préfèrent le faire dans la rue, samedi après samedi, voire appeler à des nuits jaunes ou considérer que la violence est légitime. Évidemment, je préfère voir des gens avoir le courage de se confronter au suffrage universel. C'est courageux, c'est pas simple. On voit qu'ils sont critiqués de partout, mais je trouve que quand on a envie de porter des idées, c'est comme ça que ça se passe.
Mais il y a quand même une question sur cette campagne des européennes. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, les adversaires de l'Union européenne telle qu'elle existe sont déjà en ordre de marche, avec des têtes de liste, sont en campagne. Et du côté de la République en marche, on attend la fumée blanche, qui mènera la liste, avec quel équilibre au sein de la liste. Est-ce qu'il n'est pas le temps Vous êtes d'une cruauté faire terrible, campagne, parce que vous oubliez que le Parti socialiste existe et n'a pas désigné sa tête de liste, que les Républicains existent et n'ont pas désigné leur tête de liste. Ce sera fait dans quelques heures. Je ne sais pas, vous êtes sûrement mieux informés que moi. Mais aujourd'hui, ce qu'on entend, c'est les anti-Union européenne. C'est quand même... Il y a un déséquilibre. C'est pas inintéressant de les entendre, précisément. C'est pas inintéressant d'entendre Madame Le Pen mentir, Monsieur Nicolas Dupont-Aignan mentir, raconter n'importe quoi aux Français sur le traité d'Aix-la-Chapelle. Ça permet de savoir que ce populisme-là consiste à parler à la place du peuple, mais surtout à mentir effrontément au peuple, à mépriser le peuple. Alors, je vous laisse juger. Il n'y a aucune précipitation nécessaire. Aujourd'hui, les Français, ils sont dans le grand débat. Il y a un nom qui circule quand même, qui est celui de Jean-Yves Le Drian. C'est une des hypothèses. Ouais. C'est votre patron au Quai d'Orsay. Ouais. Il ferait l'affaire. Ce serait une bonne tête de liste pour les européennes. Écoutez, demandez-lui s'il en a envie. En tout cas, c'est un très bon ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Et c'est un grand plaisir de travailler avec lui. Alors, j'en profite puisqu'on parle du gouvernement. Hier, le journal Les Échos fait un article sur le thème sur Gérald Darmanin, le ministre de l'Action publique, disant qu'il hésite à partir du gouvernement. Alors on sait que le maire de Tourcoing, son fief électoral, vient de décéder, donc ça le touche sur le plan affectif. Mais par ailleurs, on évoque son envie peut-être d'aller dans le privé. Après le départ de Collomb, après le départ de Nicolas Hulot, est-ce que le gouvernement peut se permettre de perdre une autre carte maîtresse ? Écoutez, d'abord, moi j'aime beaucoup travailler avec Gérald Darmanin. On travaille beaucoup en ce moment à préparer le Brexit. On était à Calais ensemble avec le Premier ministre et Gérald la semaine dernière pour s'assurer qu'au moment où, s'il y a un Brexit sans accord, on devrait remettre en place des contrôles douaniers, tout était en place. Il est à fond sur sa tâche. Il est effectivement affecté à titre personnel par le décès du maire de Tourcoing. C'est le cas des habitants de Tourcoing. C'est évidemment le cas de Gérald Darmanin qui avait des liens très forts avec lui. Respectez ça, respectez le fait que ça le touche. Mais moi, je souhaite pouvoir continuer à travailler avec Gérald Darmanin. Vous lui demandez de rester au gouvernement. Écoutez, j'ai beaucoup d'amitié pour lui. C'est Nathalie Loiseau, la ministre chargée des Affaires européennes, qui est notre invitée politique ce matin dans Territoire d'Info. Nathalie Loiseau, on a vu tout à l'heure, vous les avez regardées avec nous, les images en provenance du Venezuela. Jean-Luc Mélenchon accuse la France de soutenir un coup d'État au Venezuela. Qu'est-ce que vous lui répondez ce matin ? Mais enfin, Monsieur Mélenchon défend un régime qui tire à balles réelles sur des manifestants courageux, pacifiques. Il défend une dictature, il défend l'absence de démocratie au Venezuela. Et après, il vient parler d'insurrection et de violence policière en France. Je crois que M. Mélenchon a l'esprit assez confus. Ce qui se passe au Venezuela depuis des années est gravissime. C'est un pays qui souffre, ce sont des habitants qui souffrent. Moi, j'ai une pensée pour eux, parce que c'est un pays que je connais bien, où je suis allée souvent. J'ai une pensée pour les Français du Venezuela, qui sont plusieurs milliers, à qui nous avons demandé de rester chez eux, de rester à l'écart des manifestations, parce que c'est risqué. Et notre ambassade est évidemment auprès d'eux. Moi, ce que j'attends, c'est le retour de la démocratie dans un pays qui souffre terriblement de l'absence de démocratie. Est-ce que c'est pas quand même un coup de force que le président du Parlement, Juan Guaido, s'autoproclame devant la foule président par intérim ? Je parle de retour à la démocratie. L'Assemblée, le Parlement vénézuélien a été élu démocratiquement. En revanche, M. Maduro, cette année, l'année dernière plutôt, en mai de l'année dernière, a fait lui-même un coup de force. J'appelle à l'apaisement, bien sûr, à pas de violence, bien sûr, mais aussi à écouter la voix de ces dizaines, centaines de milliers de Vénézuéliens qui manifestent, et puis ces centaines de milliers de Vénézuéliens qui ont été obligés de quitter leur pays, parce que c'est la famine, parce que c'est la faillite, parce que c'est un pays qui va extraordinairement mal, alors que c'est un pays extraordinairement riche. Hervé Favre. Oui, parlons du Brexit, puisque c'est vous qui êtes là, largement en charge de ce dossier. Vous êtes notamment en charge des ordonnances, puisque le gouvernement est habilité à prendre ces ordonnances.
concrètement, quelle dernière décision le gouvernement a prise pour faire face à la perspective d'un no deal, comme on dit? Alors d'abord, pour nos auditeurs et nos téléspectateurs, on va peut-être récapituler un peu où nous en sommes, parce que c'est vrai que ce feuilleton, il est compliqué et parfois confus. Il y a 3 façons de se séparer, j'allais dire, dans la vie ordinaire et entre les pays aussi. Soit de se séparer de manière ordonnée, soit de se séparer brutalement, soit finalement de revenir sur sa décision et de ne pas se séparer du tout. Se séparer de manière ordonnée, c'est ce que nous avons essayé de faire. Ça fait 2 ans que loyalement, l'Union européenne respecte le vote des Britanniques qui veulent quitter l'Union européenne. Et donc nous avons conclu avec le gouvernement britannique un accord de retrait, les conditions de notre séparation, et nous souhaiterions que cet accord puisse entrer en vigueur. Pour le moment, il n'a pas été ratifié par le Parlement britannique. Il y a tout un débat à Londres. Ce n'est pas à moi à débattre à la place des Britanniques. Il n'y a pas de plan B. Mais Mme May est revenue dire, et elle a raison, que si cet accord de retrait n'est pas ratifié, c'est une séparation brutale qui peut arriver, puisqu'on voit que la classe politique britannique est très divisée, ou alors pas de Brexit du tout. Là encore, ça n'est pas à moi de le dire, mais c'est à moi de faire en sorte que nous soyons prêts au cas où on en arrive à une séparation sans accord. Une séparation sans accord, ça veut dire qu'au 30 mars, le Royaume-Uni n'est plus dans l'Union européenne, que nous n'avons conclu aucun accord pour la suite, pour le moment, et que de manière transitoire, il faut remettre en place des contrôles douaniers, des contrôles réglementaires, et puis il faut s'assurer que nos compatriotes qui reviendraient du Royaume-Uni ou les Britanniques qui vivent en France voient tous leurs droits sauvegardés. Les ordonnances, c'est ça. Ça veut dire concrètement que les Eurostars qui partent de Paris s'arrêteront à Calais-Coquelles pour des contrôles douaniers? Ça veut dire concrètement non, parce que vous le savez, avec les accords du Touquet, nous sommes capables d'avoir des contrôles à l'embarquement, et c'est ce qui continuera à se faire, contrôle français, contrôle britannique. Mais pour les marchandises qui arrivent par le tunnel ou qui arrivent par les ferries, le but c'est de faire en sorte que nous mettions en place ces contrôles, parce que ça veut dire l'entrée dans l'Union européenne, mais que les échanges restent fluides, parce que nous sommes une porte d'entrée, la porte d'entrée principale pour les marchandises du Royaume-Uni en Europe. C'est pour ça que Gérald Darmanin, nous y revenons, a recruté 700 douaniers sur 2 ans. C'est pour ça que nous avons recruté des vétérinaires. Tous ces agents publics sont en cours de formation. C'est pour ça que nous construisons des aires de stationnement, des parkings, pour faire en sorte que les infrastructures nécessaires au contrôle soient prêtes et qu'on ne s'embouteille pas à Calais à la sortie du tunnel. Pardon, on vient de l'apprendre à la seconde. Le gouvernement nomme un nouveau secrétaire d'État, Adrien Taquet. Donc vous étiez manifestement dans la confidence. D'abord, qui il est? Et deuxièmement, pourquoi cette urgence de nommer ce matin un nouveau secrétaire d'État auprès d'Agnès Buzyn? Alors, Adrien Taquet était jusqu'à présent député des Hauts-de-Seine. Il s'est beaucoup investi dans les questions liées à l'enfance. Et il est nommé pour s'occuper de la protection de l'enfance, qui est un sujet majeur. Un enfant meurt tous les 5 jours de mauvais traitement de ses parents. Et pourquoi maintenant on n'est pas en remaniement? On n'est pas en remaniement, ce matin, ça n'est pas un bouleversement politique, c'est le souci de prendre à bras-le-corps ce sujet, qui est beaucoup un sujet pour les départements. Ici, on est dans Territoire d'Info, on parle des territoires français, la protection de l'enfance, et finalement, j'allais dire, un peu un angle mort de nos politiques publiques. Il y a une nécessité forte, pas de passer des lois, pas de rajouter des législations ou des réglementations, mais de s'assurer qu'au plus près du terrain, la protection de l'enfance répond à des défis considérables et que les plus jeunes de ceux qui sont sur notre territoire, français ou étrangers mineurs isolés, parce que vous savez que c'est aussi un sujet majeur, sont pris en compte, sont pris en charge de manière digne et de manière satisfaisante. Nathalie Loiseau, ministre chargée des Affaires européennes, notre invitée politique ce matin. Marcelo Westfred. Sur les affaires européennes, il y a quand même un pays avec qui ça se passe très mal en ce moment, c'est l'Italie. L'ambassadrice a été convoquée à ma demande. Chez vous. C'est pas vous qui l'avez reçue, mais... Non, parce que je n'étais pas là. Alors, bon, et qu'est-ce que vous lui avez dit? Qu'est-ce que vous lui avez fait dire, en tout cas, à cette ambassadrice? Qu'il y a des déclarations qui sont aussi inutiles que superflues de la part de certains leaders politiques italiens. Vous dites qu'il y a un pays avec lequel ça se passe mal. Là, je reprends. Non,
Ça se passe très bien avec le peuple italien. C'est un peuple formidable. Ça se passe très bien. Il y a des échanges, y compris sur des sujets compliqués. Il n'y a pas une francophobie quand même qui se... Non, il y a, me semble-t-il, une compétition à l'intérieur d'un gouvernement de coalition qui est un gouvernement compliqué. Vous avez vu que sur un sujet comme le sujet de la liaison Lyon-Turin, il y a un désaccord profond entre le mouvement 5 étoiles de Luigi Di Maio et la Ligue de Matteo Salvini. Donc il y a beaucoup de sujets sur lesquels ils ne sont pas d'accord. Ce que font les populistes en général quand ils ont du mal, c'est qu'ils vont chercher un ennemi extérieur. Donc ils ont inventé d'insulter la France, les Français. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron n'a quand même pas été non plus très diplomate envers la nouvelle coalition. Bon. Citez-moi un terme comparable à ce qui vient d'être dit. Alors le but, c'est pas d'être dans l'escalade. Le but... Beaucoup d'Italiens savent vivre sans leur gouvernement depuis très longtemps et la relation entre la France et l'Italie continuera. Mais ce que je considère, c'est qu'on n'a pas à se laisser insulter et que si ça a changé quoi que ce soit à la vie du peuple italien, ça se saurait. Si ça changeait quoi que ce soit à la situation politique en France, ça se saurait. C'est inutile, c'est insignifiant et donc je pense qu'il faut passer à autre chose. Nathalie Loiseau, vous avez dirigé l'ENA. Est-ce que cette crise des Gilets jaunes ne marque pas une forme de rupture entre les citoyens et les élites ? Alors d'abord, les Gilets jaunes ne sont pas les citoyens, ce sont des citoyens et ce n'est pas le peuple. Faisons attention aujourd'hui. Est-ce que les reproches faits aux énarques sont-ils tous injustes à vos yeux ? Écoutez, est-ce que les reproches faits aux journalistes sont tous injustes ? Il y a une crise de défiance. Vis-à-vis de la représentation, vis-à-vis de l'expression. C'est une crise profonde, c'est une crise qui n'est pas seulement française, c'est une crise qu'on voit partout, en Europe, dans le monde. Il y a à la fois un sentiment de déclassement d'une partie de la population, une crainte par rapport à des changements du monde, à des changements technologiques qui vont vite, qui sont difficiles à suivre. Il y a cette idée dans certains pays que nos enfants pourraient vivre moins bien que nous. Tout ça, c'est parfaitement audible. Après, la détestation des élites, c'est quelque chose contre quoi je mets en garde. Parce que on a besoin de gens qui peuvent conduire un projet. Quand vous montez dans un avion, vous ne tirez pas au sort qui sera le pilote. Vous essayez de prendre le plus compétent. Il y a des enjeux complexes. Les confier à des gens qui ont été élus démocratiquement, et puis, si on n'en est pas satisfait, dire à la prochaine élection que finalement on voulait autre chose. C'est ça le fonctionnement d'une démocratie. Ce sont des institutions pour lesquelles nos pays se sont battus et pour lesquelles on doit continuer à se battre. Mais cette technostructure est souvent dénoncée, vous le savez. Bien sûr. Notamment au plan européen, parce que la Commission de Bruxelles, pour beaucoup de gens, c'est le diable. Et il faut changer, mais ça, c'est une facilité formidable. Oui. Je vais vous dire, Bruxelles, c'est nous. Nous sommes copropriétaires du projet européen. Quand une décision est prise, elle est prise par le Conseil. Donc elle est prise par les chefs d'État et de gouvernement ou par les ministres. Moi, je lève la main, je vote, je dis oui ou je dis non. Quand je perds, je le regrette. Quand je gagne, je suis contente. Mais l'Europe, c'est pas la France en plus grand. Et les fonctionnaires de la Commission, ils sont là pour exécuter les décisions que nous prenons. C'est un peu facile. Et depuis 30 ans, on a toujours eu des victoires nationales et des échecs européens, sauf depuis qu'Emmanuel Macron et ce gouvernement sont en responsabilité. Nous sommes exigeants vis-à-vis de l'Europe. Nous pensons qu'elle n'est pas encore au niveau, qu'elle n'est pas encore à la hauteur. Mais blâmer Bruxelles pour ce que nous n'avons pas toujours réussi à faire nous-mêmes, c'est une facilité. Nathalie Loiseau, ministre chargée des Affaires européennes, d'avoir été invitée de Territoire d'Info. Merci Marcelo Westfred et merci Hervé Favre. On passe au débrief de l'actualité dans un instant. À tout de suite. Voilà, Nathalie Loiseau, la ministre chargée des Affaires européennes, quitte ce plateau. Merci d'être venu. Et feront leurs entrées. Samuel Ribaud, qui était là, présent dans la première partie de cette émission, de l'agence locale de presse, l'ALP, et André Crétenant, le directeur de l'information de TV5 Monde, notre partenaire, chaîne qui nous diffuse dans 200 pays et dans 17 langues. Bonjour André, merci d'être avec nous ce matin. Je retiendrai cette phrase de Nathalie Loiseau en début d'interview à propos de la discussion qu'a eue Emmanuel Macron à Bourg-de-Péage hier dans la Drôme. Il n'y a pas de dialogue qui existe de cet exemple-là dans beaucoup de pays, des dialogues entre des citoyens et un président, André Crétenant. C'est vrai ? Elle a raison.
Elle a absolument raison. Enfin, moi, j'ai pas d'exemple. Si je réfléchis, ça me fait penser parfois à certaines séquences. Je pense parfois à Obama lorsqu'il est en public dans des universités, lorsqu'il fait campagne. Mais là, évidemment, Macron est plus dans une atmosphère de campagne, dans une rythmique de campagne. Il est absolument excellent. Moi, je suis tout à fait admiratif de cet exercice. Et on sent d'ailleurs chez la ministre à nouveau une certaine espérance, d'une certaine manière. On sent que voilà, le gouvernement a repris un petit peu la main grâce à son président. Et il y a un discours un peu plus optimiste, je trouve, qui influence un peu tous ces propos, du coup. Samuel Ribaud, c'est vrai ? Oui, je reviens sur Obama. Obama, c'est l'exemple d'Emmanuel Macron. C'est vraiment l'inspiration dont il se réclame depuis le début de son ascension. Enfin, les salles, quand le président Obama, quand il était en fonction, devant lesquelles il parlait ou s'exprimait, elles étaient quand même fortement encadrées. C'est des auditoires plus encadrés. Voilà. On est encore quand même dans l'encadrement, mais pour des raisons qu'on peut comprendre aussi. Ça ne peut pas être la foire d'empoigne entre un président et des gilets jaunes hystériques, parce qu'il existe une frange chez les gilets jaunes de gens qui n'ont pas du tout envie de discuter, qui parlent de destitution. Je rappelle qu'il y a quand même des guillotines symboliques qui ont été actionnées, enfin voilà, on est quand même arrivé à un degré d'agressivité qu'on ne peut pas reproduire dans un débat. C'est quelque chose de fondamentalement impossible. Ce qui est demandé également, c'est le retour à la raison. Et je pense que c'est ça qu'a souligné la ministre, en disant qu'en effet, on revenait au débat, on revenait aux fondamentaux de la démocratie et que c'était probablement une bonne chose pour tout le monde, y compris pour les gens qui aujourd'hui ne sont pas satisfaits. Oui, vous parliez de la Suisse, bien sûr, ça arrive tout le temps en Suisse, mais il n'y a pas cette même distance entre les dirigeants et le peuple et les citoyens, donc on est beaucoup plus habitués, ce n'est pas le cas en France. L'Italie maintenant, vous avez entendu la réponse de la ministre des Affaires européennes aux accusations régulières du gouvernement italien contre Emmanuel Macron, contre la France. Elle dit qu'au fond, ce gouvernement en Italie a des problèmes à régler avec sa majorité en interne, et les relations franco-italiennes ne doivent pas en pâtir. Elles sont anciennes, longues et continuent d'être amicales. Je pense qu'elle a raison, il n'y a pas véritablement de souci entre la France et l'Italie. Il y a plutôt une surenchère entre M. Di Maio d'un côté et M. Salvini de l'autre, qui avait pris un peu le lead en ce qui concerne l'Italie. Donc M. Di Maio veut exister aussi. Ils s'en prennent d'ailleurs plus à Macron qu'à la France, au fond, puisque Macron... Matteo Salvini il a publié un message sur Facebook en disant « Je suis de tout cœur avec le peuple ». Oui, absolument, et surtout avec les gilets jaunes, au fond, c'est ça qu'il a dit. Et donc, oui, avec un très mauvais gouvernement et un très mauvais président de la République, c'est quand même... Oui, mais on est dans la surenchère, effectivement. Je pense que la ministre a totalement raison. Il s'agit pour eux, que ce soit pour M. Di Maio ou M. Salvini, d'exister en fait dans le... Voilà, ce sont des populistes. Ils ont besoin pour exister de paroles fortes. Ils ont besoin de s'en prendre à un ennemi. Et en l'occurrence, l'ennemi pour l'instant, c'est la France. Alors, je tourne vers Samuel Ribaud, qui connaît bien le Pacifique. C'est un spécialiste de la Nouvelle-Calédonie. En 1995, par exemple, Jacques Chirac avait annoncé la reprise des essais nucléaires dans le Pacifique. Et il avait suscité déjà l'indignation en Italie durant les années Berlusconi. Oui, il avait suscité l'indignation mondiale, parce que c'était quand même... Spécialement en Italie, il y avait des frictions très nombreuses avec Silvio Berlusconi à l'époque. Oui, mais je pense que Silvio Berlusconi aurait aimé avoir l'arme nucléaire. Il y avait aussi, je pense, une forme de jalousie quand même là-dedans. Et puis, concernant l'Italie, c'est quand même le deuxième partenaire commercial de la France. Ouais. Donc je pense qu'effectivement, aucun des deux pays n'a intérêt à aller au clash. À l'escalade. Oui. Voilà, les observateurs de la vie politique italienne, avertis, ce que je ne suis pas, indique aussi que probablement que la faiblesse des résultats enregistrés par la coalition en Italie, le recul sur un certain nombre de promesses font que c'est beaucoup plus intéressant, électoralement parlant, d'aller taper sur le voisin français que de s'occuper de ce qui a été fait ou ce qui n'a pas été fait en Italie. J'ajoute que l'axe qui va de la Hongrie jusqu'à l'Italie et qui est dans la détestation d'Emmanuel Macron avance ses pions dans l'optique des élections européennes. Je pense qu'on est vraiment dans des querelles politiques, dans des enjeux politiques européens, et que entre les peuples français et italiens, je veux dire, à part en football, globalement, on s'entend quand même assez bien. Conclusion. Crise au Venezuela, André Crétenant, la Russie et les États-Unis s'opposent sur l'avenir du président, celui qui est toujours président, Nicolas Maduro. C'est une situation absolument dramatique. Là aussi,
la ministre qui a dit qu'elle connaissait bien le Venezuela, qui est un pays qui subit une pauvreté incroyable, terrible, alors qu'elle a une richesse en pétrole qui était absolument formidable. C'est une situation étonnante parce que d'un côté, on a le président du Parlement qui décrète qu'il est président alors qu'il n'y a pas eu d'élection, et puis l'autre, on a un président qui lui aussi est arrivé président grâce à une faute. Donc c'est une situation évidemment très, très explosive. La ministre a réclamé effectivement un retour au calme, à l'ordre, et le besoin de nouvelles élections. Mais c'est vrai que c'est une situation très dramatique. Elle a évoqué aussi les Français du Venezuela, qui sont plusieurs milliers, et qui elle recommande évidemment de rester chez eux et de rester en sécurité. Mais c'est une situation absolument dramatique, qui suscite d'ailleurs des réactions, vous avez vu, dans le monde entier, avec les États-Unis qui ont tout de suite décrété que le nouveau président était ce président du Parlement, et la position française qui est quand même plus nuancée, je dirais. Jean-Luc Mélenchon n'a pas été nuancé. Lui, il soutient Nicolas Maduro. Samuel Ribaud. C'est pas nouveau, hein. Il soutenait Chavez. Il est fasciné par ce modèle politique. Ouais. J'ai envie de dire, il est fasciné, mais contre toute réalité. Il est fasciné par, en fait, une chimère, un symbole. Le Venezuela, c'est un pays qui va très très mal. Moi, je lisais un chiffre. On parle de 10 millions de % d'inflation. Enfin, ça ne veut absolument rien dire. Les gens souffrent. Les services publics sont en déshérence. La santé est absolument impossible à garantir aux citoyens. Il y a eu, je crois, plus de 2 millions de personnes qui ont fui le pays. On en arrive aujourd'hui, comme le rappelait Nathalie Loiseau, à des violences policières, des tirs à balles réelles sur la population. Il n'y a vraiment que Jean-Luc Mélenchon en France pour aller soutenir ce régime de manière un peu suicidaire, hein, parce qu'on le disait en première partie d'émission, Jean-Luc Mélenchon, finalement, l'outrance le dessert. Et là, soutenir un régime dictatorial, un régime qui a fait en sorte que ses propres citoyens quittent le pays et que les conditions de vie deviennent quasiment impossibles, c'est incompréhensible. On a vu, pendant que vous parliez, Samuel Ribaud et André Crétenant, des images du Venezuela, de Caracas, avec vraiment beaucoup de monde dans les rues qui manifestent. Oui, et les États-Unis qui ont demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU samedi. On peut s'en sortir avec l'ONU dans cette affaire? L'ONU, c'est toujours la même chose. Il risque d'y avoir des blocages, d'autant plus que la Russie soutient le gouvernement en place, le gouvernement de Maduro. Donc ça me paraît... Je ne pense pas que la solution viendra de l'ONU. Je pense que la solution viendra plutôt d'abord des Vénézuéliens eux-mêmes et peut-être aussi d'une certaine pression de la communauté internationale. Merci André Crétenant, vous dirigez l'information à TV5 Monde, notre partenaire qui nous diffuse dans 200 pays. Merci Samuel Ribaud de l'agence locale de presse qui travaille pour la presse quotidienne régionale d'avoir été nos invités pour ce débrief de l'actualité. On passe au Zap Matin de Christophe Combarieux avec ce qui s'est passé également chez nos confrères dans les autres matinales d'Info ce matin. A tout de suite. Le président vient de rencontrer des élus avec un petit changement de formule. Une soixantaine de participants seulement autour d'un déjeuner. Pas de rediffusion en direct sur les chaînes d'information. La séance aujourd'hui, c'est très bien. C'est une mise en scène bien rodée. C'est des invitations filtrées, des prises de parole organisées, une réponse calibrée. Ce à quoi on est en train d'assister, c'est des voyages dans une bulle. Oui, c'est bien qu'ils les voient. Ils les auraient vus plus tôt, ça n'aurait pas été mal non plus. Ce débat et cette invitation à laquelle j'ai accepté, parce que je trouvais que c'est revivifiant. La vertu de cette crise, c'est qu'elle relance le débat, elle donne de la clarté, elle met en lumière ce que beaucoup d'entre nous avons oublié. Je m'englobe. Bon, vous savez, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses, comme on dit dans les zones rurales. Donc je ne juge pas le président Emmanuel Macron aujourd'hui. Mon jugement, je le réserve pour l'après 15 mars. C'est les vraies mesures qui seront prises pour répondre aux attentes de nos concitoyens. Il s'est invité à la dernière minute. Emmanuel Macron participe ce soir à son premier débat citoyen. Bonjour, je suis ravi de m'inviter au dernier moment, j'étais dans la commune. Il y a 12 ans, j'ai créé un réseau qui s'appelle Maman Travail pour venir en aide justement aux mères de famille. J'ai invité Ingrid Levavasseur justement parce que j'entendais ce qu'elle disait, je voyais ses pancartes avec d'autres femmes gilets jaunes. Je suis allée en Sarthe à la rencontre de femmes gilets jaunes. Et dans le Nord-Pas-de-Calais, vous venez quand? Quand vous voulez, invitez-moi. Depuis le mois de novembre, je vous invite. Alors non, moi j'ai jamais reçu d'invitation de votre part. Mais venez voir dans le Nord-Pas-de-calais, moi je suis ici pour ça. Et écoutez, le rendez-vous est pris, là vous échangerez vos 06 après. Il faut que le grand débat qui se noue en ce moment, dans les 2 mois qui viennent,
n'oublie pas ce qui s'est passé hier et qu'on ne retombe pas dans, j'allais dire, les pratiques d'antan. Et ce qui se passe ce soir sur C8 avec Hanouna et Marlène Schiappa. Si nous sortons de ce grand débat comme nous y sommes entrés, alors c'est fini. La coupure entre le peuple et les élites, elle sera définitive, ce ne sera pas une coupure, ça sera un fossé, ce sera une abîme. Vous avez dit en 2017, à la fin de l'année, il n'y aurait plus de SDF dans les rues. 510 SDF sont morts l'année dernière parce que vous n'avez pas mis la politique en place. Moi, je vais vous faire visiter, je vais vous montrer ce qui se passe. Avec plaisir, je viendrai. Les femmes qui dorment à l'hôtel dans le Nord-Pas-de-Calais parce que Pôle emploi leur a sucré leur indemnisation pour une connerie de 5 minutes. Je suis dans la même indignation que vous. Je ne dis pas que je réussirai l'année prochaine ce défi. Il faut avoir de l'humilité face à ça. J'ai la même indignation. Mais on va se battre. Voilà, dans un instant, c'est la troisième partie de notre émission avec l'actualité parlementaire et politique. À tout de suite.